Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui, dans le cadre de notre plateforme d'information associative internationale, de recevoir notre cher ami et mon cher professeur, professeur Robert Charvin, professeur universitaire et écrivain et syndicaliste, militant aussi politique, autour de son ouvrage La colère des peuples. Merci beaucoup, mon professeur, d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir et c'est un honneur pour ma personne. Merci infiniment, mon professeur. Merci à vous aussi. Je remercie en même temps Investigation et mon ami Michel Collomb. Oui, merci, notre cher ami Michel Collomb, oui. Professeur, comment nous pouvons présenter votre ouvrage, La colère des peuples? OK, merci. Ce travail a été rédigé avec mon ami et collègue Adam Ekouch, et nous avons essayé de présenter de faire une sorte de panoramique de la situation sociale, économique, politique et culturelle d'aujourd'hui, qui se caractérise, selon nous, par une immense confusion. Je crois que c'est le trait dominant du moment historique que nous traversons, la confusion. Hier, il semblait, on s'était trompé d'ailleurs, mais il semblait que le conflit était simple, il y avait deux camps dans la guerre froide et les réponses étaient sans doute dogmatiques, mais on croyait qu'elles étaient relativement aisées à régler un jour ou l'autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, me semble-t-il. On a l'impression qu'on ne sait plus qui est qui, quelle est la bonne stratégie pour changer le monde, pour sauver la planète du monde de l'argent, pour assurer la survie de toutes les populations, qu'il s'agisse des peuples du Sud ou des peuples du Nord. On ne sait plus trop. Ce que l'on constate simplement, c'est une immense colère, plus ou moins généralisée, selon des formes particulières propres à chaque pays, à chaque État, parce que chaque pays, chaque peuple a son histoire nationale, sa culture spécifique et sa situation plus ou moins développée. Le ressenti tout de même, c'est que l'on est en fin de cycle d'un capitalisme fatigué, marqué par ses contradictions, de plus en plus spéculatif, donnant actuellement tous les pouvoirs à une très étroite minorité. Tandis que le nouveau, le non-capitalisme, n'apparaît pas encore clairement. Je crois que les colères actuellement n'aboutissent pas souvent à de réels et profonds changements, on l'a vu avec les prétendus printemps arabes qui ne l'ont pas vraiment été. Oui. En France, il en a été de même avec le mouvement social de grande importance quantitative, mais sans débouché politique. Et on le voit avec finalement une retraite, même si elle était en bon ordre. Pourquoi ces échecs? Nous avons essayé d'y répondre. Il y a tout d'abord un immense discrédit du politique partout, je crois, et des forces qui les représentent. Les partis, même en Occident, sont extrêmement affaiblis quand ils ne sont pas désordonnés dans le reste du monde. Deuxième cause de ces échecs, me semble-t-il, un abstentionnisme électoral et militant massif. Les partis sont réduits à peu de choses et la militance à l'intérieur de ces partis est encore plus restreinte. Troisième cause de ces échecs, peut-être, un début encore très balbutiant d'un renouveau idéologique dont on avait bien besoin. Enfin, dans les régimes qui dominent le monde aujourd'hui, l'autoritarisme se renforce tous les jours au détriment des libertés, et cela au nord et comme au sud. Je crois que nous sommes autant des révoltes, c'est ce que j'ai essayé d'indiquer, autant des colères, autant des jacqueries, mais pas tout à fait encore à celui des révolutions. Dans cette confusion généralisée, on observe néanmoins un certain nombre de phénomènes. L'inégalité qui se creuse au sein de chaque population, mais aussi entre le nord et le sud. Mais cela affaiblit les protestations des plus démunis parce qu'ils sont écrasés par la précarité. Et lorsqu'ils se battent, c'est souvent de manière relativement désespérée. On observe aussi un désordre et un chaos de plus en plus généralisés
et les pouvoirs jouent sur le sécuritaire et non plus sur les libertés. Et la violence d'État se manifeste un peu partout. Il n'est qu'à voir les violences policières en France et dans le reste du monde. Il suffit de regarder les télévisés pour savoir que la police fait du matraquage et du lacrymogène un peu partout. Ce qui décourage aussi les masses, toujours plus exigeantes, ce sont les révolutions inabouties. Aujourd'hui, ces peuples ne veulent plus de demi-mesures. Depuis le spectacle désolant de la fin de l'Union soviétique et l'absence de leçons profondes qu'on a tirées. Il y a les échecs des expériences de la gauche occidentale. Par exemple, on peut citer Syriza en Grèce, qui avait bien commencé et qui a très mal terminé. La tentative de Lula au Brésil en 2018, qui s'est achevée avec Bolsonaro, l'emportant avec 55% des voix. Et puis peut-être davantage encore la stagnation dogmatique du marxisme, oubliant ce que disait Marx, le politique n'est pas de l'économie concentrée, cela va bien au-delà. Décevoir aujourd'hui les peuples, cela coûte très cher. Il faut aller, me semble-t-il, jusqu'au bout, ou bien quasiment renoncer. Saint Thomas parlait du sens de l'essentiel. Je crois que nous n'avons pas encore toujours appris. Ce sens de l'essentiel a du mal à s'imposer contre les clans, les égos, la compétition, la division des progressistes et des gauches qui n'apportent rien à personne, l'obsession pathologique de l'hégémonie à droite comme à gauche. Dans ce travail, dans cette recherche, nous avons aussi essayé de réfléchir sur le néoconservatisme et sur l'ultra-droite néofasciste. Les vrais décideurs aujourd'hui dans le monde sont les firmes multinationales, c'est le monde des affaires qui n'apporte aucune réponse évidemment aux revendications sociales. Le capitalisme spéculatif n'a rien à faire avec même la production et encore moins avec la masse des salariés. Les réponses à apporter seraient trop chères et gêneraient simplement la spéculation. Quant à l'État marchand qui domine le monde, il est le bouclier de ces grandes firmes. C'est l'assistant des entreprises et aujourd'hui, les vrais assistés, c'est le patronat qui a besoin absolument de l'État, par les subventions sans contrepartie, par l'évasion fiscale protégée, par la destruction du droit du travail là où il existe, par les privatisations. Le tout, bien entendu, sous une couverture qui est toujours nécessaire, celle de la liberté. Un mot privé de contenu, car la liberté dans l'histoire a fait tous les métiers. Le processus actuel qui est en cours, et c'est particulièrement visible dans le monde occidental, c'est la marche vers l'union des droites, c'est-à-dire vers une alliance de plus en plus serrée entre les forces classiques néoconservatrices et une ultra-droite autoritaire. L'Italie en a fait la démonstration, par exemple, Berlusconi de la droite classique ouvrant les portes à la fasciste Meloni. À cette concentration économique correspond la concentration politique, c'est parfaitement logique. Les États occidentaux deviennent des oligarchies autoritaires et répressives, usant de toutes les violences. Un nouveau fascisme est en train de s'inventer. On peut penser peut-être qu'il s'agira d'une barbarie à visage humain, tirant les leçons du nazisme et de son échec. Le capitalisme a compris depuis longtemps qu'il vaut mieux être séducteur plutôt que Frankenstein ou néo-nazi. Et il cherche un équilibre à réaliser entre une oppression délicate qui réussissait jusque-là, jouant sur le conservatisme tous azimuts, la consommation, le sexe, la drogue tolérée, et toutes les fuites en avant, loin de toute morale et de toute éthique. Et puis la violence d'État, un équilibre donc entre l'oppression et l'oppression délicate, armée de procédures, et la violence de l'État, réduisant les libertés au nom de la sécurité. Pour atteindre cet objectif, 3 catégories, je pense, d'intellectuels, de faux intellectuels, interviennent fréquemment. Les économistes libéraux, tout d'abord, ce que l'on appelle les propriétarismes, indifférents à toute pauvreté et bien entendu
à la population du Sud en priorité. On le voit, les scandales qu'elle pratique avec les migrants qui meurent en Méditerranée tous les jours, dans l'indifférence totale de cette classe, de cette caste dominante. Deuxième catégorie, les juristes, qui acceptent de plus en plus la démission, le déclin du droit. Et puis les journalistes médiatiques, les véritables chiens de garde, achetés par les milliardaires, style Bolloré ou Lagardère. Ces catégories d'intellectuels, et évidemment j'y suis sensible, ont traditionnellement favorisé une servilité volontaire. Souvenez-vous en France de la France de 1940 à 1944, où tous les journalistes étaient plus ou moins acquis à la collaboration avec le nazisme, la défense de l'empire colonial, où rares étaient ceux qui la condamnaient, et le soutien actuel au présidentialisme, infantilisant les citoyens. Ils essaient de donner, ils s'efforcent de donner, et parfois ils réussissent, à donner une nouvelle légitimité à un capitalisme menacé par ses propres contradictions, notamment avec les problèmes du climat, de l'environnement et les problèmes du féminisme en révolte. Les pays du Sud aussi prennent leur distance, et cela n'est pas sans les inquiéter. On le voit particulièrement en Afrique, et peut-être les choses vont avancer. En conclusion, la grande question, bien entendu, c'est la question traditionnelle, que faire? Dans les pays occidentaux, heureusement pour l'heure, la bataille des droites n'est pas terminée, et la question des droites est simplement celle de savoir qui dirige la droite, qui dirigera la droite demain. La référence est néanmoins les thèses de l'ultra-droite. Ces thèses sont inquiétantes, sont menaçantes. Pour le moment, elles ne l'ont pas encore emporté, mais chacun fait de la surenchère pour exercer dans le même sens. Malheureusement, c'est aussi la bataille des gauches pour savoir qui dirigera la gauche, réformiste ou révolutionnaire. C'est un assez triste spectacle, notamment celui que l'on voit en France, après les espérances d'une union qui s'est réalisée il y a seulement 1 an et qui est déjà menacée. Le réformisme se reconstruit, se replace, avec l'assistance bien sûr des droites, mais ce réformisme a déjà été essayé 1000 et 1001 fois sans jamais aboutir à résoudre quoi que ce soit. Je me souviens, puisque j'étais jeune à l'époque, de la politique du Parti socialiste français menant la guerre en Algérie avec autant de virulence que l'était celle de la droite. Je me souviens aussi des compromis qu'a réalisé au bout de quelques mois la politique de Mitterrand dans la France contemporaine. Il faut nécessairement trouver des réponses nouvelles. Il faut les inventer. Probablement à partir des bases du marxisme, du moins c'est ce que nous pensons, et de toutes les sciences sociales, par exemple comment Bourdieu prolonge l'exploitation avec sa thèse de la domination. Exploitation et domination sont inséparables et l'on peut travailler dans cette direction. Mais nous comptons aussi sur les peuples du Sud qui peuvent apporter leur contribution pour renouveler un imaginaire qui en a bien besoin. Je pense par exemple à l'Afrique avec le sankarisme, avec les courants actuels d'ailleurs du Burkina Faso et d'autres pays encore africains, notamment dans la zone anglophone, avec l'imaginaire renouvelé aussi des Amérindiens, avec les solutions présentées par les Kurdes, avec les Sud-Américains, et je pense en ce moment à Chavez, qui avait, malgré les positions des économistes ultra-rationalistes, considéré qu'il fallait d'abord mobiliser le peuple en dépensant tout ce qu'avait le Venezuela pour améliorer la situation sociale. Je pense aussi aux jeunes Palestiniens qui sont en train de s'évader, s'échapper de l'emprise des corrompus, mais qui mènent une belle bataille contre les Israéliens. Il faut que ces peuples du Sud se libèrent de la colonialité, comme on dit aujourd'hui,
qu'ils s'évadent du mimétisme auquel ils avaient succombé au lendemain des indépendances. Ce seront les peuples qui décideront, et non pas les experts, dont je fais partie éventuellement, mais ce sont d'abord les peuples qui décideront de leur sort. Je crois que ce sont les seuls véritables militants du changement dans l'histoire, et non pas les professionnels de la politique. Je crois qu'en conclusion, je voudrais ajouter simplement que l'histoire a plus d'imagination que ceux qui la font. Heureusement pour nous, heureusement pour les peuples. Les peuples mondialisés, malgré eux, sont en colère et ils ont bien raison. Merci. Mon professeur, votre récit est touchant, c'est un récit de profondeur, c'est un récit révolutionnaire, c'est un récit libre d'un homme libre. Merci infiniment, mon professeur Robert Charvin. Vous étiez avec nous pour présenter votre ouvrage, La colère des peuples. Mon professeur, vous avez tout mon respect, mon considération et ma reconnaissance. Merci infiniment, mon professeur. À la prochaine rencontre. Merci, à la prochaine.